L'appel qui a fracturé les fondations de mon monde est arrivé alors que j'étais suspendu entre ciel et terre, contemplant la ville que j'avais bâtie. De la cabine feutrée de l'hélicoptère, la silhouette de Seattle était le témoignage du travail de ma vie, une forêt de tours de verre et d'acier qui s'élevait du sol sous ma direction. L'insigne de Sterling Associates, un S stylisé qui faisait écho à la courbe d'un encorbellement, était subtilement gravé dans les pierres angulaires d'une demi-douzaine d'entre elles. J'ai vu la tour Olympus, sa flèche cristalline perçant la brume matinale, un projet qu'il disait impossible à réaliser. J'ai vu le Cascade Center, ses jardins en terrasse dégringolant sur ses côtés comme une cascade de béton, ma réponse aux boîtes de verre sans âme qui avaient commencé à dominer la ville. Chaque bâtiment était un enfant à moi, né de l'encre et de l'acier, de nuits blanches et de négociations brutales. Ma philosophie architecturale était simple, la beauté d'une structure doit venir de sa vérité, de l'honnêteté de ses matériaux, de l'intégrité de ses fondations. Une façade, aussi belle soit-elle, n'était rien sans un noyau puissant et inébranlable. Mon casque crépita, déchirant le bourdonnement rythmique des rotors. Madame, la voix de mon assistante me parvint, claire et professionnelle. Mademoiselle Dubois d'Azur Events est en ligne. Elle dit que c'est une question d'urgence concernant le mariage. Un œuf froid se serra dans mon estomac. Azur Events. Les orchestrateurs choisis pour l'ascension de mon fils Julien dans la stratosphère de l'aristocratie de la vieille fortune de Seattle. Leur prix était astronomique, leur discrétion légendaire. Qu'ils m'appellent directement était une violation d'un protocole très coûteux. Je fis signe au pilote de maintenir son circuit d'attente, la ville tournant lentement sous nous comme un immense et complexe plan. Passez-la moi, Sarah. Une voix, douce et froide comme les eaux du Puget Sound, emplit mes oreilles. Madame Sterling, merci d'avoir pris mon appel. On m'a demandé de vous contacter directement pour m'assurer qu'un message d'une certaine délicatesse est transmis avec la plus grande clarté. Ces mots étaient parfaitement espacés, chacun une pierre polie tombée dans un puits profond. Comme vous le savez, Monsieur Sterling et Madame de Winter organisent un événement qui reflète les plus hauts standards de goût et d'héritage. Ils sont profondément engagés à assurer une atmosphère d'une élégance impeccable. Elle marqua une pause, laissant l'implication planer à 1000 pieds au-dessus de la ville. À la lumière de cela, ils ont dû prendre des décisions difficiles concernant des éléments qui pourraient sembler incongrus. Ils espèrent que vous comprendrez que c'est une occasion tournée vers l'avenir, un jour pour de nouvelles fondations, et non pour revisiter des structures plus anciennes et plus compliquées. Des structures plus anciennes et plus compliquées. C'était le langage de la démolition. J'étais un bâtiment d'une époque révolue, mon architecture jugée trop brute, trop honnête pour le paysage lisse et sans particularité qu'ils entendaient construire. Moi, Geneviève Sterling, la femme dont le nom était synonyme d'intégrité structurelle, j'étais condamné. Elle livra la boule de démolition avec des excuses qui ressemblaient à une facture. Geneviève, dit-elle, cette familiarité non méritée, une insulte calculée. Julien m'a demandé de vous le dire personnellement, pour vous épargner toute gêne publique. Il a dit, et je cite, « Cette union vise à solidifier un avenir, et non à être ancrée au décombre du passé. Veuillez dire à ma mère que sa contribution est appréciée, mais sa présence serait une distraction. Il vous envoie son amour, bien sûr. » Les décombres du passé. Les mots frappèrent avec la force d'un impact physique, la pression dans la cabine devint soudain immense. Il ne m'avait pas seulement désinvité, il m'avait déclaré une ruine. Le fils pour qui j'avais posé chaque brique de cette vie venait de signer mon permis de démolition. Je pris une profonde et tremblante inspiration, l'air aseptisé de l'hélicoptère me semblant mince et inutile. Je vois, dis-je, ma voix d'un calme mort que je ne reconnaissais pas comme la mienne. Merci pour votre clarté, mademoiselle Dubois. Je coupais la connexion et regardais la tour Olympus, ma tour, scintiller au soleil. De cette hauteur, je pouvais voir ses fondations, les énormes piliers de béton et d'acier plongeant profondément dans le substrat rocheux. J'avais supervisé leur coulage moi-même, debout dans la boue et la pluie, car je savais qu'un gratte-ciel n'est fort qu'autant que son point le plus profond, le plus caché. Julien avait oublié cela. Il était devenu si épris de la vue du Penthouse qu'il avait oublié le sable, le béton et la femme qui avait construit les fondations sur lesquelles il se tenait si négligemment. L'appel pour l'argent, les 375 000 $ qui avaient servi de mes indemnités de départ, était arrivé un jeudi soir pluvieux. La voix de Julien avait été une performance de détresse soigneusement construite. Il parlait d'un projet d'héritage, un couronnement de ma propre carrière. Mère,
une parcelle de terrain est devenue disponible sur le front de mer. C'est la dernière parcelle non développée. J'ai commandé une conception préliminaire pour la tour écologique Sterling, un bâtiment qui ne sera pas seulement neutre en carbone, il sera négatif en carbone. C'est révolutionnaire. C'est notre avenir. Il parlait ma langue, tissant des termes comme design biophilique, honnêteté structurelle et biogéothermique. Il m'a envoyé un prospectus numérique brillant rempli de rendus d'une tour imposante et recouverte de plantes qui ressemblaient à quelque chose que j'aurais pu concevoir moi-même. Il me vendait le reflet de mes propres rêves. Les contrats d'arpentage et d'analyse des sols doivent être signés avant vendredi ou nous perdons la parcelle, avait-il dit, sa voix se brisant d'une urgence feinte. Les De Winter surveillent cela de près. C'est un test pour montrer que le nom Sterling est tourné vers l'avenir, pas seulement vers le passé. Je ne demanderai pas, mais le capital est immobilisé dans d'autres projets. Je me souviens de la lueur de doute, un fantôme d'instinct. Les rendus étaient trop parfaits, le calendrier trop serré. L'œil d'un architecte, mon œil, remarqua la façon dont la lumière dans les images ne correspondait pas tout à fait à l'orientation supposée du bâtiment par rapport au soleil. Un petit défaut presque imperceptible dans la conception. Mais mon cœur, le cœur d'une mère, choisit de l'ignorer. L'idée que Julien embrassait enfin l'âme de mon travail, le désir de construire quelque chose de significatif plutôt que simplement rentable, était un chant de sirène auquel je ne pouvais résister. J'avais passé ma vie à faire des sacrifices pour lui, depuis que mon mari Robert est mort et m'a laissé veuve à 34 ans avec un fils de 9 ans et un cabinet d'architecture naissant opérant depuis notre garage. Je me suis souvenu des nuits passées courbées sur une table à dessin, la vieille équerre de Robert froide sous mes mains fatiguées pendant que Julien dormait sur un lit de camp dans le coin. Je me suis souvenu d'avoir vendu ma propre alliance pour payer les salaires, disant à Julien qu'elle était en cours de refonte. Chaque poutre que j'ai hissée, chaque contrat que j'ai gagné, était pour m'assurer qu'il ne connaîtrait jamais la terreur des fondations se fissurant sous ses pieds. Je lui avais construit une forteresse de succès et de sécurité. Alors, j'ai effectué le virement. L'argent provenait d'une fiducie que j'avais établie avec les profits du projet de la Tour Olympus, un fonds que j'avais nommé le Robert Sterling Legacy Grant, destiné à financer des bourses pour des étudiants en architecture défavorisés. J'avais trahi mon propre héritage, je le réalisais maintenant, pour financer sa façade. Le courriel de confirmation de la banque arriva avec sa finalité stérile et numérique. Je venais d'acheter le billet de mariage le plus cher de l'histoire pour une place que je n'étais pas censé occuper. La connaissance de la fraude ne vint pas de la découverte d'une assistante. Elle vint d'un endroit plus profond et plus douloureux. Après l'appel dans l'hélicoptère, un silence profond et terrible s'était abattu sur ma vie. Je marchais dans les couloirs de ma maison minimaliste en bord de mer, un endroit que j'avais conçu comme un sanctuaire de lumière et de paix, mais qui ressemblait maintenant à un mausolée. Les baies vitrées qui encadraient les vues spectaculaires du bras de mer ressemblaient maintenant aux yeux froids et inébranlables d'un monde qui avait été témoin de mon humiliation. C'est dans cet état de désolation silencieuse que j'eus une visiteuse. Une jeune femme nommée Cora apparut à ma porte, sans prévenir. Elle était étudiante en histoire de l'architecture à l'université de Washington et faisait sa thèse sur mes premiers travaux, avant ma célébrité. Elle portait un rouleau de plans originaux, jaunis comme de l'ivoire ancien. Ils étaient pour un petit projet pro bono que j'avais réalisé il y a des décennies, un centre communautaire dans un quartier oublié et en difficulté, le premier projet que j'ai achevé après la mort de Robert. Je les ai trouvés dans les archives de la ville, Madame Sterling, avait-elle dit, ses yeux brillants d'une passion intellectuelle sincère. Personne n'a écrit sur ce bâtiment, mais il est parfait. La façon dont vous avez utilisé le bois de récupération, la conception solaire passive, ce n'est pas une question d'ego, c'est une question de créer un espace qui sert les gens qui l'utilisent. C'est honnête. Nous avons passé l'après-midi dans mon bureau, entouré de livres et de maquettes architecturales, à parler d'intégrité et de but. Elle parlait de la façon dont ce petit bâtiment oublié était devenu le cœur de sa communauté. Elle voyait une vérité dans mon travail que mon propre fils n'avait jamais pris la peine de chercher. Avant qu'elle ne parte, je lui ai demandé de me raconter son histoire. Elle m'a dit qu'elle était orpheline, élevée dans le système de famille d'accueil, et que c'était la conception réfléchie d'une bibliothèque gérée par l'État qui avait éveillé son amour pour l'architecture, un espace qui la faisait se sentir en sécurité et vue. Il y avait en elle une force tranquille, une résilience que je reconnaissais en moi. J'ai ressenti un lien avec elle, un sentiment de fondation partagée qui transcendait le sang. C'est notre conversation sur l'honnêteté qui m'a poussé à téléphoner. Le lendemain matin,
j'ai contacté le département de l'urbanisme et du développement de Seattle, puis la meilleure firme d'études géologiques de la ville, celle que Julian avait nommée dans son prospectus. Aucune des deux n'avait de trace d'un projet de tour écologique. La parcelle de terrain qu'il avait décrite était un habitat marin protégé. Toute la structure de son histoire était une fabrication, un bâtiment fantôme sans fondation. Les 375 000 $ avaient été virés, j'ai vite découvert, directement à Azure Events, avec une ligne de mémo qui disait « budget floral et haute couture ». Il n'avait pas seulement menti. Il avait pris l'argent que j'avais mis de côté pour honorer la mémoire de son père et l'avait utilisé pour acheter des fleurs et une robe. La cruauté de cela était à couper le souffle par sa précision. Le deuxième appel de Julian vint ce soir-là. Je le pris dans mon bureau, les vieux plans du centre communautaire toujours étalés sur mon bureau. Cora était revenue pour poser une question complémentaire et était assise tranquillement dans un fauteuil près du feu. Je mis le téléphone sur haut-parleur. Je viens de raccrocher avec le père d'Isabelle, Fulminat Teil. Il a entendu une rumeur selon laquelle le lieu est mis en suspens. Que as-tu fait? J'ai repris le contrôle de mes biens, Julian, dis-je, ma voix ne trahissant aucune émotion. Tes biens, hurla-t-il, sa voix montant à un ton laid et incrédule. C'est mon mariage, ma vie. Tu n'as aucun droit. Tu n'es qu'une vieille femme amère qui ne supporte pas de me voir heureux, de me voir devenir mon propre homme. Tu n'es que le bagage, souviens-toi, la structure compliquée et laide qu'il fallait démolir pour faire place à quelque chose de beau. Il criait maintenant, les mots déferlant en un torrent de ressentiment long et purulent. Toi et ton obsession des matériaux honnêtes et des fondations solides, tu es une relique, mère. C'est un nouveau monde. C'est une question d'image, de marque, quelque chose que tu ne comprendrais jamais. Cora tressaillit, un petit mouvement involontaire. Je restais parfaitement immobile. Je le laissais terminer sa tirade, une tempête d'insultes qui révélait non pas mes défauts, mais le vide profond en son cœur. Quand il eut fini, haletant dans le téléphone, je prononçai une seule phrase. La marque qui te préoccupe tant, Julian, c'est mon nom, et tu n'es plus autorisé à l'utiliser. Je déconnectai l'appel. Cora me regarda, ses yeux écarquillés d'un mélange d'horreur et d'autre chose, quelque chose que je reconnus comme une loyauté féroce et protectrice. À cet instant, l'avenir commença à basculer. L'ancien plan n'était plus viable. Il était temps d'en dessiner un nouveau. Ma déconstruction de son monde n'était pas un acte de rage émotionnelle. C'était une inévitabilité architecturale. Une structure construite sur des fondations frauduleuses et vouée à l'effondrement. J'ai simplement accéléré le processus. Mon premier appel fut pour le directeur du Seattle Grand Atrium, la magnifique serre de verre que j'avais conçue il y a 10 ans, et le lieu du mariage. Michael, dis-je, j'invoque la clause 17B de la charte du lieu. L'événement Sterling de Winter est annulé. Mon équipe vous contactera concernant la logistique du remboursement des autres parties prenantes. Il ne posa pas de questions. Il possédait l'Atrium, mais ma société holding possédait le terrain en dessous. Mon appel suivant fut pour le célèbre chef, un homme dont j'avais conçu le premier restaurant pro bono alors qu'il était un talent inconnu. Antoine, dis-je, votre contrat pour le mariage de Winter a été dissous par le principal bienfaiteur. Vous serez indemnisé pour votre temps. Mon troisième appel fut pour le joaillier qui fabriquait l'Alliance de Cordelia, un homme qui trouvait les diamants impeccables pour ma collection de montres haut de gamme. Chaque appel fut calme, précis et définitif. Je ne détruisais pas le mariage de mon fils. Je démantelais une structure dangereuse construite avec des matériaux volés sur un terrain compromis. La pièce de résistance fut la conversation avec Mademoiselle Dubois d'Azure Events. Elle m'appela, sa voix un couinement frénétique et méconnaissable. Madame Sterling, tout s'écroule. Votre nom est cité partout. Vous n'avez aucune autorité. Au contraire, Mademoiselle Dubois, dis-je, faisant calmement tournoyer le brandy dans mon verre. J'ai toute l'autorité. Vous voyez, quand vous avez planifié ce mariage, vous avez réservé mes bâtiments, mes chefs, mes fleuristes, mes musiciens. Vous avez déplacé des pièces sur un échiquier qui m'appartient. Vous pensiez servir les intérêts de votre client, Monsieur Sterling, mais vous et lui avez oublié une règle fondamentale de l'architecture. Il faut toujours respecter les fondations, et les fondations, Mademoiselle Dubois, viennent de retirer leur soutien. Cette nuit-là, j'entrai dans l'ancien bureau de mon mari. D'un tiroir verrouillé,
je retirai l'épais document en vélin qui représentait l'héritage de Julian, une participation majoritaire de 40% dans Sterling Associates, à lui transférer à l'occasion de son 30e anniversaire. Je ne le déchirai pas. Cela m'aurait semblé trop émotif, trop théâtral. Au lieu de cela, je le passai page par page dans le destructeur de documents. Le son était un doux ronronnement mécanique, le son d'un héritage effacé, d'un plan irrévocablement gommé. Les confettis résultant de l'avenir de mon fils tombèrent comme de la neige dans la corbeille à papier. La confrontation, quand elle arriva, ne fut pas une tempête, mais une froide et misérable bruine. Julian, Cordelia et ses parents me rencontrèrent dans la salle de conférence au sommet de la tour Olympus. La vue sur la ville, ma ville, était spectaculaire. Ils parlèrent d'humiliation publique, de contrats sociaux rompus, du nom de Winter Terney. J'écoutais sans interruption. Quand ils eurent fini, je me dirigeai vers la fenêtre. « Regardez en bas, dis-je, ma voix douce. Chaque lumière que vous voyez est une maison, une entreprise, un rêve. Elles sont soutenues par des structures d'acier et de béton, oui, mais aussi de confiance et d'intégrité. Ce que vous appelez un contrat social, j'appelle cela une fondation. » Julian ne m'a pas seulement menti. Il a compromis les fondations de cette famille et de cette entreprise en commettant une fraude. Il a utilisé mon nom pour construire une façade, et je ne laisserai pas le nom Sterling être associé à une structure fondamentalement insound. Je me tournai vers eux. Les 375 000 $ seront remboursés. Vous vendrez ce que vous devrez, mais cela sera rendu au fonds de bourse d'où il a été volé. Quant au mariage, considérez-le comme un projet raté. Les plans étaient viciés dès le début. Je regardais mon fils, ne voyant pas un homme, mais un garçon creux et désespéré. Tu voulais un avenir sans moi, Julian. Tu l'as maintenant. Le nom Sterling et tous ses biens ne font plus partie de ton soutien structurel. Je te suggère de découvrir, pour la première fois de ta vie, si tu peux te tenir debout tout seul. Dans les mois qui suivirent, Julian et les De Winter sombrèrent dans l'ignominie tranquille qui frappe ceux qui volent trop près du soleil avec des ailes empruntées. Moi, en revanche, je commençais à construire quelque chose de nouveau. Cora était devenue une figure permanente dans ma vie, d'abord en tant que stagiaire, puis en tant que protégée. Elle possédait une compréhension intuitive de l'intégrité architecturale qui ne pouvait être enseignée. Elle voyait l'âme dans un bâtiment, l'histoire dans ses os. Je ne lui ai pas donné l'héritage de Julian. Cela aurait été comme remplacer un composant défectueux par un autre. Au lieu de cela, je l'ai nommé associé junior dans une nouvelle entreprise. Nous avons créé le projet Fondation, une branche à but non lucratif de mon cabinet. Avec une dotation initiale de 10 millions $, notre mission était de concevoir et de construire des espaces beaux, fonctionnels et honnêtes pour des communautés que l'architecture avait oubliées, refuges pour sans-abri, centres pour femmes, bibliothèques publiques et écoles. Nous construirions des choses qui comptaient. Notre premier projet fut un nouveau centre communautaire, construit sur le terrain sacré de l'ancien que Cora m'avait montré pour la première fois, et qui était tombé en ruine depuis. La conception fut une collaboration, une fusion de ma main expérimentée et de sa vision fraîche. C'était une structure de bois de récupération, de terre battue et de verre. Un bâtiment qui semblait surgir de la terre elle-même, honnête et solide. La dernière scène de ma vie ancienne et la première de ma nouvelle vie ne se déroula pas dans une salle de réunion, mais sur un chantier de construction poussiéreux. Je me tenais avec Cora, observant les fondations nouvellement posées de notre bâtiment. Les barres d'armature d'acier s'entrecroisaient sous le soleil de l'après-midi, un squelette d'une immense force, prêt à soutenir quelque chose de beau. Cora déroula une série de plans sur le capot de ma voiture, ses mains maculées de terre. Les murs porteurs sont ici, dit-elle, traçant une ligne avec son doigt. Le noyau est solide. Je la regardais, la passion et l'intégrité brillant dans ses yeux, et je ressentis un sentiment de paix que je n'avais pas connu depuis 30 ans. Julian avait été la flèche dramatique et élancée que j'avais construite pour impressionner le monde. Mais Cora, elle était la fondation, invisible, peu glamour, mais absolument essentielle. Elle était la vérité de la structure. Oui, dis-je, posant ma main sur la sienne sur le plan. C'est inébranlable. J'avais perdu un fils, mais j'avais trouvé une successeur, non pas de mon nom, mais de mes valeurs. L'héritage de Geneviève Sterling ne serait pas écrit dans la hauteur de ses gratte-ciel, mais dans la force de ses fondations, celles construites non pas d'acier et de verre, mais de but, d'intégrité et de l'acte révolutionnaire tranquille de construire quelque chose d'honnête dans un monde de belles façades.
Et c'était un héritage qui ne pourrait jamais être détruit.